Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de L'éclat dérobé d'Eva Collin, lu par Corinne Kempa. À tous ceux dont l'éclat a été terni. Prologue. Un souffle chaud chargé d'alcool envahit ses narines, porté par un halètement rauque. Une masse écrase sa poitrine. Elle étouffe, incapable de bouger. Sa vision est trouble. Soudain, des mains glissent le long de ses hanches, remontent sa jupe. Elle se raidit. Le froid engourdit ses muscles. Son esprit est embrumé, mais plus assez. Elle a l'impression de sortir d'un rêve, de reprendre conscience de son corps sans pouvoir contrôler ses mouvements. Les battements de son propre cœur martèlent ses tempes. Elle tourne la tête. L'odeur d'alcool est remplacée par celle des aiguilles de pin. Sous elle, un tissu rugueux et humide, la couverture verte, elle s'en souvient. Mais où est passé son manteau? Elle est gelée. Elle entrevoit la lune derrière la cime des arbres. Les doigts se font insistants au niveau de la taille, tirent sur l'élastique des collants, qui claque sur la peau tendre. Elle croise le regard de son assaillant et sa gorge se serre. À l'aide de ses avant-bras, elle parvient à le repousser de quelques centimètres et formule un mot. Une syllabe, claire et sans équivoque. « Non !» Il ne répond pas. Au lieu de cela, il tire plus fort sur le nylon noir, glisse une main sous le coton blanc. « Non !» hurle-t-elle. « Arrête !»« Crie pas !» ordonne-t-il en pressant sa seconde main contre son nez et sa bouche. « Tu vas aimer. » Saisie d'effroi, elle suffoque quand il introduit 2 doigts en elle. Une peur sans nom emplit tout son être, la peur soudaine de mourir. Son cerveau s'emballe, sature. La forêt qui les entoure, le métal sous la couverture, le poids sur sa poitrine. De l'air. Elle a besoin d'air. L'agresseur relâche son visage pour s'attaquer des 2 mains à son décolleté. Elle peut respirer à nouveau. Le tissu de sa blouse craque, dévoile un sein durci par le froid. Il en suce le mamelon. « Non !» parvient-elle à répéter malgré sa sidération. On s'amuse. Il baisse ses collants pour libérer ses fesses. Le nylon se déchire. Elle tente de se tourner sur le flanc, de serrer les cuisses pour empêcher qu'il n'accède davantage à son intimité, mais il la plaque en arrière en appuyant avec force sur son épaule. Une douleur vive traverse son corps lorsque son bras se dérobe sous la pression comme désarticulé. Elle pousse un cri bestial. « Mais ferme-la !» Une gifle brûle sa joue. Un goût de sel mêlé de désespoir envahit sa bouche. Elle s'est mordue la langue jusqu'au sang. Son agresseur redresse son torse et offre à sa vue son membre turgescent. Une nausée la submerge. Elle tousse. Des gouttes de salive teintées de sang éclaboussent le garçon, son visage, son sexe. « Pouah, c'est pas vrai !» s'exclame-t-il en roulant sur le côté, la délestant enfin de son poids. Elle inspire. La seconde suivante, un uppercut dans l'estomac lui coupe le souffle et la plie en 2. « Regarde ce que tu me fais faire, putain! C'est ta faute !» En position fétale, le nez dans la couverture qui sent les feuilles mortes et la mousse, elle ne parvient plus à crier, pas même à parler. Son corps tremble, elle régurgite un jet épais de bile rosée. « Tu me dégoûtes !» crache le garçon. Elle l'entend se relever, sa ceinture cliqueter, incapable de bouger pour détourner la tête de l'amas de vomi à l'odeur acide qui lui retourne le cœur, elle ose à peine respirer. Un coup de pied s'abat contre le métal, suivi d'un grognement furieux. C'était pas censé se passer comme ça. Chapitre 1. Samedi 20 janvier 2024. Je l'ai perdu pour la dernière fois. La tristesse flotte autour de moi comme un virus contagieux. Je voudrais être partout sauf ici. Une larme timide glisse sur ma joue gauche. C'est la première depuis que j'ai appris la nouvelle. Mon pouce l'efface aussitôt. Le souffle coupé, je fixe les nervures irrégulières du sol en pierre bleue. Le barrage ne peut pas céder. Pas ici, pas maintenant. Pas sous le regard de cet homme.
Je me concentre un instant sur la danse des grains de poussière dans les rayons de lumière colorés par les vitraux. Un filet d'air trouve le chemin vers mes poumons. Quand la voix de la soliste s'élève, mélangée au son métallique de l'orgue, j'éprouve un vertige. Je dois fermer les yeux et me concentrer pour enfin prendre une profonde inspiration. Les notes aiguës résonnent dans l'édifice, fissurant un peu plus ma neutralité protectrice. Un halètement m'échappe. Régule ta respiration, maîtrise-toi. Mes doigts glacés se faufilent entre ceux de mon voisin de rangée, à la recherche d'un réconfort passager. Je ne souhaitais pas la présence de Damien, embarrassé à l'idée qu'il rencontre ma famille dans ces circonstances. Pourtant, je ressens de la gratitude envers celui qui partage de plus en plus souvent mon lit pour sa décision non négociable de m'accompagner. Il se révèle être un rempart rassurant. Je ne vais pas y arriver. Quelques rangs devant nous, mon frère Pierrot se console contre sa femme. Je n'ai pas pu m'asseoir près d'eux. Trop près du cercueil, de l'autel, de cet immense crucifix. Je n'ai pas pu m'asseoir aussi près de la réalité, au risque que mes jambes ne puissent me porter. Damien a beau être secouriste, je préfère éviter un évanouissement. Surtout, ne pas me faire remarquer. Les mots ouatés de la prière lus par le prêtre n'atteignent pas mes oreilles. Je refuse de voir le corps de Pierrot pris de soubresauts. Je suis ailleurs. Certains appelleraient cet ailleurs le déni. Le cantique prend fin et le silence s'impose quelques secondes. Des secondes suffisantes pour retendre un masque sur mes traits froissés. Un masque qui se veut digne. Ne pleure pas, M. La tête tournée vers la droite, je ressens la brûlure de ses yeux perçants dans ma nuque. Il m'observe, c'est certain. Je resserre mon manteau autour de moi. Je voudrais disparaître, me téléporter sur une plage déserte. N'est-ce pas hypocrite de me trouver dans cette église alors que ni ma mère ni mon père ne nous ont jamais emmenés à la messe, alors que ma mère, bien que baptisée et pratiquante dans sa jeunesse, ne croyait plus en Dieu depuis longtemps. Devant le cimetière, Pierrot m'enveloppe de ses bras et ouvre en moi un insupportable déchirement. Nier ma douleur est plus facile que nier celle de mon frère. Incapable de parler, je réponds à son étreinte, puis me dégage et le fixe d'un air entendu. Il hoche la tête. Pas besoin de mots entre nous. Il sait que je compte éviter la réception prévue chez notre tante. Qui a envie de se goinfrer de tarte à la fraise après avoir enterré sa mère? Je n'ai aucune intention de faire bonne figure plus longtemps. Pierrot sera notre ambassadeur. Il a davantage de courage, davantage de batterie sociale aussi. Je presse sa main pour me recharger un peu de son amour. Merci, petit frère. Le vent se lève, au bras de Damien, je fuis vers la voiture quand des bruits de pas se précipitent à notre suite. Un craquement aigu ponctue chaque foulée. Mes muscles se raidissent. Ce son reconnaissable est celui d'un ménisque usé. C'est lui. Je n'ai même pas le droit à un bonjour. La voix forte a tonné dans mon dos. Je serre plus fort le bras de Damien et presse le pas. À cet instant, je voudrais qu'il soit sourd ou impoli, mais il n'est ni l'un ni l'autre et me freine. Je n'ai pas à faire l'effort de me retourner. L'homme nous dépasse et plante ses mocassins italiens sous mes yeux baissés. « Je suis heureux de te voir », prononce-t-il d'un ton qui s'accorde mal au contenu de sa phrase. Sans un mot, j'affronte les pupilles dilatées soulignées de profondes poches. Les plis de l'amertume encadrent les lèvres avec plus de fermeté. Les cheveux un peu gris sont disséminés. Le nez long et recourbé, associé au menton étroit, dessine toujours un profil de rapace. Mon père n'a pas changé. Mes sincères condoléances. Je suis le compagnon d'Em. Damien dit celui-ci innocent. Je l'avais deviné, affirme mon père avec ironie. Enchanté, jeune homme. Émeraude cache bien des choses. Entendre mon prénom prononcé par sa voix est la pire des punitions. Je combats un haut-le-cœur en fixant le paysage, la forêt à quelques mètres de nous. Nous allions partir, dis-je, en tirant sur le bras de Damien et reculant d'un pas. C'est mon père qui répond. Ne sois pas ridicule, je veux savoir comment tu vas.
comme quelqu'un qui vient de perdre sa mère. Mon père me fixe avec intensité. Damien nous observe tour à tour, perplexe, devant la tension perceptible entre nous. Mademoiselle M, elle fait quoi depuis tout ce temps? Mademoiselle M, elle n'a rien à te dire. Les sourcils froncés face à mon silence pesant, Damien comble le vide d'une voix qu'il veut enjouer. M est responsable informatique dans une boîte pharmaceutique. Tu répares des ordinateurs? S'esclaffe mon père. Une rage mêlée de honte déferle en moi quand la vibration de mon téléphone interrompt cette mascarade. Le nom du correspondant s'affiche sur mon écran. Bruno. Il m'appelle pendant un congé, même aujourd'hui. Il a le mérite de m'offrir une porte de sortie. Mon patron, appel professionnel urgent. Je m'éloigne déjà vers la voiture d'un pas décidé, le téléphone plaqué sur l'oreille, alors que je n'ai aucunement l'intention de répondre. Je t'en supplie, Damien, dépêche-toi. Chez moi, je me pelotonne dans un plaid sur le canapé, muré dans le silence. Damien dépose un baiser sur mon front et s'assoit à mes côtés. J'ai demandé à être remplacée ce soir. C'est gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Tu me chasses? Je suis désolée, ne le prends pas mal. Depuis notre rencontre, Damien me montre qu'il attend davantage que moi de notre relation. Nous choisissons la plupart du temps d'en plaisanter. Je garde une distance détachée, il se débrouille pour ne pas s'en formaliser. Cette fois, sa déception est toutefois manifeste. « Je pourrais te chouchouter », insiste-t-il. « Je préférerais être seule. Tu m'en veux d'avoir discuté avec ton père ?» Lasse, je soupire et secoue la tête. « Depuis combien de temps tu ne l'avais pas vu? Vous êtes en froid ?» Je n'ai pas envie d'en parler. C'est que je comprends pas pourquoi tu l'as jamais dit. Tu savais qu'on allait le voir aujourd'hui. Eh bien non. Je n'ai pas imaginé un instant qu'il viendrait parader dans cette église. Damien me fixe avec des yeux interrogateurs, mais je ne veux pas lui expliquer, pas maintenant. C'est tout de même ton père, M. Je sais que les circonstances n'étaient pas idéales, mais tu aurais pu lui parler. La famille, c'est sacré. Je me lève d'un bond. Il vient de prononcer les phrases de trop. Une part de moi a envie de hurler, une autre a envie de pleurer. Pourtant, je parviens à m'exprimer avec une certaine douceur. Damien, nous deux, on ne peut plus continuer. Il lève les sourcils et sourit comme si je plaisantais. J'insiste sur un ton posé qui me surprend, considérant mon état intérieur. Tu devrais aller chercher tes affaires. Il ne me prend toujours pas au sérieux et reste assis. Je finis donc par monter et vider moi-même avec calme le tiroir de la salle de bain où j'avais accepté qu'il laisse quelques effets de toilette et des sous-vêtements de rechange. Quand je redescends avec le carton dans les bras, il est toujours assis à la même place. « C'est le choc de la mort de ta mère, dit-il. Tu dois juste te reposer. » Je lui tends ses affaires qu'il refuse. « Excuse-moi d'avoir insisté pour rester. Tu as besoin d'être seule, j'ai compris. Je reviendrai demain. » Non, je suis désolée. C'est fini, Damien. Il fait un pas vers moi, attrape le carton pour le poser sur la table du salon et sonde mon regard à la recherche d'une faille. Ne craque pas, M. Tu sais ce que tu fais. On est trop différents. On ne pourrait que souffrir de nos écarts, crois-moi. Je le serre dans mes bras avec tendresse et tandis qu'il me rend mon étreinte, je murmure à son oreille. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur. Puis je me dégage, ramasse le carton et lui tends de nouveau. Il l'accepte et secoue la tête. Je n'y crois pas. Je concentre tous mes efforts pour ne pas pleurer et garder un air déterminé. Il passe sa main libre sur ma joue avant de se diriger en silence vers le hall d'entrée. Quelques secondes plus tard, j'entends le cliquetis des clés déposées sur la console, puis le claquement de la porte. Tu me manqueras. 2002, 7 ans. Un souvenir m'envahit. Je ressens la lumière sur mon visage. Les odeurs des sous-bois. Je revois les expressions marquer les traits de ma mère et ceux de mon père. Pourtant, ce souvenir est un beau souvenir. Enfin, je crois. Le tissu de ma robe longue gonfle à chaque saut, s'enroule autour de mes jambes dans ma course folle,
Les lacets noués sur mes épaules volette et batifolent sous la brise. Je lève les yeux vers la cime des arbres. Leurs branchages diffusent une myriade de paillettes scintillantes dans lesquelles je m'enfonce et tournoie. « Vous avez vu comme c'est beau ?»« Oui, ma puce, » s'extasie ma mère, sourire aux lèvres. Une brume magique. Les fées ont dû passer par là. Le râle exaspéré de mon père n'éteint pas mon enthousiasme. J'attrape les mains de maman pour la faire entrer avec moi dans les raies de lumière. Elle bascule la tête en arrière, ferme les yeux et tourne sur elle-même, comme moi. Planté sur le sentier, papa nous fixe, les mains sur les hanches, et il lance. « Ouais, ce ne sont que des particules de poussière en suspension. » Je glisse à l'oreille de maman. « De la poussière de fée, voilà. » Elle éclate de rire, me serre dans ses bras et entame une valse rapide. « Bon Dieu, Lucie, t'es pire que la gosse, » crie papa. « Tu voulais aller à ton festival, on y va maintenant. Je suis attendue et j'ai soif. » Toujours en valsant, ma mère m'entraîne vers le château. Elle travaille à l'office du tourisme en tant que guide-conteuse. Chaque été, des festivités médiévales sont organisées au cœur de la Brocéliande pour le bonheur des touristes. Maman participe au marché artisanal et organise des balades contées. Cette année, elle m'a intégrée au groupe des figurants costumés. Mon père a voulu nous accompagner. Il doit retrouver des amis au bar. Notre trio doit paraître étrange, maman et moi sautillant dans nos longues robes folkloriques, des couronnes de fleurs dans les cheveux, suivis par papa dans son jean, sa chemise ajustée et ses mocassins. J'aurais aimé que Pierrot soit avec nous, mais il est encore trop petit pour participer et est resté avec grand-mère. C'est dommage, parce que nous ne sommes pas souvent tous les quatre à cause du travail de papa. Il est pilote d'avion. C'est un métier très important. Il veille sur des centaines de passagers lors de ses vols et les gens l'applaudissent à chaque atterrissage. Souvent, il n'est là que quelques jours par mois. La joie de partager ce moment avec mes 2 parents me donne envie de courir encore plus vite. Je lâche la main de maman et arrive la première sur le talus couvert de mousse qui surplombe les douves. Je me laisse tomber au milieu des fleurs et reprends ma respiration. Mon rire ricoche dans l'écho de la forêt qui nous entoure. Maman me rejoint et observe le spectacle du château et son reflet sur l'eau. « C'est tellement beau !» s'exclame-t-elle. « Bon, ça y est, on y va ?» râle mon père en contrebas. Je voudrais qu'il sourie lui aussi. Je me redresse et fonds vers lui pour le serrer dans mes bras, mais il me repousse des 2 mains. Je trébuche sur une racine, me stabilise et me fige. « Bon Dieu, M, tu veux salir ma chemise ? Tu viens de te traîner au sol. T'es pleine de terre. » La déception serre ma gorge. À moins que ça ne soit la honte. Je prends une grande inspiration pour ne pas pleurer. Ma mère est toujours au sommet du talus, le regard perdu sur le paysage. « Hé, oh, Lucie, on se bouge ?» Quand elle nous rejoint, je glisse une main dans celle de ma mère, puis l'autre dans celle de mon père. Il ne me repousse pas cette fois. Il me tire à sa suite en marchant à grands pas vers le château. À 7 ans, j'aime mon papa inconditionnellement. Observer ma mère m'a déjà appris qu'il valait mieux ignorer les remarques du patriarche pour garder le sourire. Je serre plus fort sa main pour me raccrocher au bonheur qu'elle nous invente, celui auquel on veut tous croire. Chapitre 2. Samedi 20 janvier 2024. Seule dans mon canapé, je ressens un profond vide au creux de mon estomac, mais je refuse de me laisser aller à la léthargie. Je me change et sors marcher malgré le vent. Le village où se situe ma maison est en bordure de la forêt de Brocéliande, comme celui où j'ai grandi. Mon jardin d'enfance se fondait dans la forêt. Ici, je dois traverser quelques rues avant d'atteindre les arbres. Lorsque je m'engage enfin entre les grands chênes et les frênes, je me sens un peu plus vivante, connectée à la terre, connectée à ma mère. Au détour d'un sentier, je vois approcher Juliette, la pet-sitter du village, entourée d'un berger allemand et de 2 labradors. Je me félicite de ne pas avoir pleuré, décidée à cacher mon état à mon amie. « Coucou, M !» Arrivée à ma hauteur,
Juliette brandit les laisses de ses 3 protégés. C'est la fin de la promenade, je rentre. Déjà? Dommage. Je dois aller au salon de thé pour mon service du soir, s'il reste ouvert avec ce temps. Tu étais où ces derniers jours? Tu n'as pas répondu à mon message. Un des labradors saute sur mon jean en jappant. J'en profite pour m'intéresser à lui et éviter de répondre à Juliette. Tu veux un câlin, Cookie? Bravo, tu les as pas confondus cette fois. Je m'agenouille, glisse les doigts dans la toison cannelle du chien et pose la tête contre son cou un instant. Sa chaleur et sa douceur m'apaisent. Son frère, Marshmallow, vient réclamer quelques caresses à son tour. M, t'as une sale tête. Est-ce que tu vas bien? J'hésite un instant, mais je n'ai envie ni de ternir l'esprit enjoué de la jeune fille, ni de me laisser aller devant elle. J'ai besoin de repos, Juju. Je te prescris une soirée Netflix devant un petit plat emporté, puis un bon bain chaud. Je souris et acquiesce en silence. C'est ce que je fais quand je suis triste, ajoute-t-elle. Elle me surprend en me serrant contre elle. J'accepte son accolade spontanée. Elle me fait du bien. Comme Cookie et Marshmallow, Juliette ne confond pas le moins du monde fatigue et tristesse. Les laisses des chiens s'en mêlent autour de nous, ce qui la fait éclater de rire et met fin à son étreinte. À plus, M. Prends soin de toi, promis. Elle s'éloigne d'un pas rapide dans son manteau rouge, ses boucles blondes balayées par le vent, abandonnant derrière elle une traînée de vanille mêlée à l'odeur de chien mouillé. Elle a 21 ans, ressemble encore à une petite fille, mais ma mère l'aurait qualifiée de vieille âme, sage et forte. J'ai décidé de suivre la suggestion de Juliette, et j'ai roulé jusqu'au restaurant préféré de maman. La commande payée, je me penche vers le sac en papier reçu pour humer les arômes de cuisine indienne qui s'en échappent, tout en avançant vers la sortie. Sur le pas de la porte, je percute une cliente et manque lâcher mon butin. Soulagée que rien ne soit renversé, je m'excuse avant de lever les yeux. La femme me fixe. M. Rod Simon. Je n'en reviens pas. Le karma s'acharne contre moi. Après mon père, Célia est la dernière personne que j'avais envie de recroiser. Tu n'as pas changé. Qu'est-ce que tu deviens? Me demande-t-elle en claquant avec naturel 2 baisers sur mes joues. Ça fait un bail. 12 ans. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma réponse est sèche, mais cela ne semble aucunement déranger Célia. Je vis toujours dans la région. Je travaille à Plohermel depuis 3 ans. Tu as étudié l'informatique, toi, c'est ça? J'ai la désagréable impression d'être parachutée à une réunion des anciens de l'école. Tu fais quoi aujourd'hui? T'es mariée? T'as des enfants? Pour me sortir de ce piège avec tact, je choisis de répondre à la question la moins personnelle. Je suis responsable informatique dans une boîte pharmaceutique. Dans le pharma? Pas croyable. Figure-toi que je bosse à l'hôpital universitaire. Je suis chercheuse clinique. Super, félicitations, dis-je tout en me glissant de biais vers la sortie. Toi aussi, responsable informatique, ça en jette. Pourtant, il n'y a rien de glamour ni de passionnant dans mon boulot. Célia se met à rire, comme si je plaisantais. On engage au service IT du CHU si tu veux. C'est l'ère de la digitalisation chez nous. Elle se prend pour une conseillère emploi maintenant? Bon, je dois y aller, dis-je en montrant le sachet fumant. Sinon ça va refroidir. Oui, bien sûr. Je me dépêche aussi avant que la tempête nous rattrape, dit-elle en pointant le ciel derrière moi. Contente d'avoir revu, M. Bonne soirée. Passe le bonjour à Pierrot et à ta maman. Ma mère est morte. Je me mords la lèvre, mais je ne peux pas rattraper ces mots. Oh, je suis désolée. Célia fait mine de s'approcher et je recule instinctivement d'un pas. Si elle me prenait dans ses bras, je ne pourrais pas le supporter. Tout mon corps veut fuir. Tant pis pour le tact, au point où j'en suis. Au revoir, Célia. Je l'abandonne là et rejoins ma voiture sans me retourner d'un pas pressé. Quelques gouttes de pluie s'échappent d'un ciel devenu noir. Au moment où je m'installe à table devant mon poulet tikka masala, le prénom de Damien s'affiche sur mon téléphone. Je ne t'embête pas, petit message pour te conseiller de bien fermer les volets et d'éviter de sortir ce soir. La tempête Léona arrive plus vite que prévu. La tempête dont Célia a parlé porte un nom.
Déjà en temps normal, j'évite les chaînes d'information que je trouve anxiogènes. Ces derniers jours, préparer les funérailles de maman m'a isolée dans ma bulle. Damien le sait et est prévenant comme toujours. Je regrette un instant de ne pas pouvoir être la petite amie qu'il mérite. La pluie s'abat soudain sur le toit avec plus de force. Je retiens encore celle qui menace de se déverser sur mes joues. J'aimerais tellement ne rien ressentir, être blasée. C'est loin d'être le cas. Ma mère me manque. Je me sens seule. La colère me ronge. Après la première bouchée pourtant excellente, je n'arrive plus à avaler grand-chose. Je saisis la télécommande pour zapper et m'aperçois que toutes les chaînes parlent de la fameuse tempête Léona. Image inquiétante des 4 départements français placés en vigilance rouge depuis hier soir. Sous mes yeux défilent des arbres tanguant sous le vent, des rues en pente devenues cascades, des sacs de sable posés devant des soupiraux et des portes d'entrée. Comment ai-je pu manquer ça? Je cherche la chaîne locale, que je ne regarde jamais. Les 5 départements bretons font partie des 31 placés dès à présent en code jaune ou orange. Des rafales à 100 km/h ont été enregistrées. La tempête Léona devrait nous atteindre au cours de la nuit avec des pointes jusqu'à 150 km/h et des orages. J'appelle mon frère qui me rassure. Héloïse et lui ont regagné leur domicile et ne comptent plus sortir. La réception s'est bien passée. Mon père n'y a pas montré son nez. Après avoir raccroché, je monte le son du reportage qui continue sur la chaîne locale. Cette nuit, 500 secouristes et 300 gendarmes seront mobilisés pour parer aux besoins de la population. Damien a-t-il décidé d'assumer sa garde après que je l'ai chassé? Un frisson glisse dans mon dos. J'éteins le téléviseur alors que le vent secoue les fenêtres de la maison. Chapitre 3. Vers 22h, une voiture passe en trombe dans la rue. Au fond de mon lit, presque endormi, je me retourne quand j'entends un crissement de pneus trop proche. Qui conduit comme un fou une nuit de tempête? Le silence se réinstalle et m'invite à sombrer de nouveau. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé quand des sirènes m'arrachent définitivement au sommeil. Merde, que se passe-t-il? Animé d'un sentiment de curiosité mêlé d'urgence, je sors de mon lit et me dirige vers la fenêtre où se reflètent les lumières d'un gyrophare. J'ouvre le battant pour me pencher au dehors. L'ambulance est garée à 30 mètres à peine. La pluie et le vent fouettent mon visage et m'empêchent de distinguer les détails. Mes 2 ambulanciers s'affairent déjà autour d'un corps, au bord de la route, à côté d'un objet de forme étrange, qui doit être métallique car il scintille. Un des hommes se déplace pour déposer un brancard sur le sol. Je vois mieux la victime. Elle forme une tache de bleu et rouge. Non, non. Prise d'une pulsion, j'enfile un jean et un pull sur mon pyjama, le souffle court. Je me précipite dans l'escalier, rate une marche et risque de le dévaler sur les fesses, mais je me rattrape de justesse à la rampe. Dans le hall, je mets mon impair et mes baskets et cherche mes clés perdues. Elles sont sur la serrure. Je claque la porte derrière moi et suis saisie par le froid et la pluie. Ma capuche cède au vent alors que je cours vers la Seine sous l'averse, obnubilée par la tache rouge sur le trottoir. Je dois savoir. J'ai peur de savoir. Je ralentis. Les ambulanciers manipulent la victime avec 1000 précautions pour la placer sur le brancard. Elle paraît molle comme une poupée de chiffon. Des gouttes rouges maculent les boucles blondes. Son visage est tuméfié, mais reconnaissable. Je plaque une main sur ma bouche et serre les paupières, comme pour faire disparaître cette vision. Juliette, non, pas toi, Juju. À quelques mètres, l'objet métallique n'est autre que son vélo, plié en 2. Un voisin se tient sous un parapluie et s'approche de moi. C'est affreux. Je n'arrive pas à parler. Je ne suis pas certaine de comprendre, de réaliser la gravité de ce qu'il se passe. Comme si je flottais au-dessus de la Seine. Je ne sais pas qui a fait ça, dit le voisin. Et je n'ai pas pu relever la plaque. Un inconscient, un chauffard. Il y a peut-être eu un coup de vent. J'ai entendu une voiture passer comme un bolide de course et des pneus crissés. Mais il a continué. Par la fenêtre, j'ai vu la petite en rouge. Alors j'ai appelé les secours. Je l'ai pas touché, trop peur pour sa colonne, tout ça.
C'était dur de la regarder là, sous la pluie, inconsciente. J'ai tenté de la protéger avec mon parapluie comme j'ai pu, mais il se retourne. Il y a trop de vent. Misère. Ils ont mis 12 minutes pour arriver. 12 minutes. 12 minutes pendant lesquelles Juliette se vidait de son sang dans la rigole de ma rue. 12 minutes pendant lesquelles j'étais au chaud sous ma couette, me plaignant du bruit à l'extérieur. Je dois retenir une nausée. Dans l'ambulance, les secouristes ont fini d'installer le brancard. Je reprends contact avec la réalité. Je dois bouger. Un des hommes redescend du véhicule et ramasse à la hâte le matériel laissé au sol et déjà trempé. Je reconnais le grand roux en tenue d'intervention, c'est un collègue de Damien. Je ne suis pas sûre que l'inverse soit vrai, sous cette pluie, avec mes cheveux mouillés collés sur le visage. On ne s'est croisés que quelques fois. « Pascal, c'est moi, M. »« M, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'habite dans la rue. Tu connais cette fille ?» Je hoche la tête, la gorge nouée. On n'a pas trouvé ses papiers sur elle, et son téléphone est hors d'usage. « C'est Juliette, » dis-je en retenant un sanglot. « Juliette Rémy. » « A-t-elle des proches qu'on peut prévenir ?»« Sa mère. Seulement sa mère. Je n'ai pas son numéro. » L'autre secouriste, resté dans l'ambulance, s'écrie soudain. « La victime revient à elle !» Je me précipite sur le marchepied pour la voir. « Mademoiselle, vous m'entendez ?» demande le secouriste en prenant sa main. « Pressez mes doigts. »« Il y a réponse !» crie-t-il à Pascal. Juliette entr'ouvre les yeux et tourne la tête. Quand je croise son regard effrayé, ma respiration se coupe de nouveau. Je m'approche et pose délicatement une main sur son bras. Je cherche à la rassurer alors que mon propre corps est secoué de tremblements. Pascal a fait le tour du véhicule et s'est déjà installé au volant. « Juju, accroche-toi s'il te plaît. Ça va aller. Tout va bien se passer. Les urgentistes s'occupent de toi. » Gémit Juliette. « S'il te plaît, maman. » Un bip retentit. « Elle a reperdu connaissance. On doit y aller. Vous restez avec nous ou vous attendez la gendarmerie ?» demande le secouriste en fermant déjà une des portes de l'ambulance. « Non, On l'emmène au CHU de Plouhermel. » La deuxième porte claque sur ces mots. L'ambulance démarre, sirène enclenchée. « Les gendarmes !» dit mon voisin en haussant les épaules. « Je les attends, ceux-là. Comme s'ils allaient se précipiter ici pour un vélo, avec tout ce qu'ils ont à faire avec cette tempête. Il faut que je prévienne sa mère tout de suite. Je sais où elles habitent. » « Dépêchez-vous alors, avant que le temps empire. » Sans réfléchir, je cours vers ma voiture garée devant chez moi, sors les clés de mon imperméable et m'engouffre dans l'habitacle, dégoulinante. Je grelotte un instant sur le siège, indécise face au vent et à la pluie. C'est Juju. La première fois que j'ai croisé Juliette dans la forêt, elle se faisait promener par des protégés à quatre pattes, un peu trop nombreux et agités. Je lui ai proposé des mains supplémentaires pour les dompter. Nous avons marché ensemble, discuté et sympathisé. Nous nous sommes croisés par hasard de plus en plus souvent, sur les sentiers et dans les rues du village, puis avons fini par nous fixer des rendez-vous réguliers. Je crois qu'on peut dire que nous sommes devenus des amis proches. Mûre par la force des choses, Juju vit seule avec sa mère. Elle travaille beaucoup tout en menant à bien ses études, serveuse le soir et pet-sitter le matin et le week-end. Elle offre des balades aux chiens délaissés par leur maître en raison de leurs obligations ou prend soin des chats pendant les vacances de leur famille. Tout le monde fait confiance à cette fille solaire et souriante. Elle possède les doubles des clés de la moitié des maisons du village. Si j'avais un animal, je lui confierais les yeux fermés. Et ce n'est pas peu dire, vu mon niveau de méfiance envers le genre humain. Juju est à part. Je n'ai jamais rencontré sa mère, mais mon amie me parle d'elle comme dévouée et aimante. Elles sont très proches. Je ne peux pas laisser cette femme sans nouvelles et Juju a besoin de sa maman auprès d'elle. Je prends une grande inspiration et n'hésite plus. Je mets le contact. Le voisin a déjà regagné la chaleur de son foyer, comme les autres curieux qui étaient sortis dans la rue ou aux fenêtres. Ils vont vite se rendormir. Moi, je m'apprête à annoncer à une mère que sa fille est emmenée d'urgence à l'hôpital. Chapitre 4. Devant la petite maison blanche aux volets bleus, je dois contrôler mes tremblements. Je suis gelée et effrayée.
Sur la boîte aux lettres suspendue à la clôture en bois qui longe le jardin, je lis « Manon et Juliette Rémy ». Manon. Je ne connaissais pas son prénom. Juju l'appelle maman. Il n'y a pas de sonnette accessible. Je pousse donc le portique et traverse le jardinet vers le perron encore éclairé, sans doute dans l'attente du retour de l'enfant du foyer. Mon cœur se contracte. À peine ai-je atteint la porte qu'elle s'ouvre en grand sur une femme encore tout habillée, le téléphone en main. Ses traits se figent dans un mélange de déception et de panique. « Je croyais que c'était ma fille », soupire-t-elle sans préambule. « Cela fait 1 heure qu'elle devrait être rentrée », me coupe-t-elle. « Elle devait revenir avant la pluie, et elle ne répond pas au téléphone. Avec cette tempête qui arrive... Qui êtes-vous ?»« Madame Rémy, je suis M, une amie de Juliette. Je suis désolée. »« Oh non ! Quoi ?» m'interrompt-elle en tendant vers moi une main hésitante, de peur d'entendre la suite. Je serre cette main tendue entre mes 2 paumes par réflexe, comme pour contenir un peu de ses inquiétudes. « Votre fille a eu un accident de la route. Rassurez-vous, elle est dans une ambulance vers le CHU. »« Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Juliette, ma Juju !» Elle s'agrippe au chambranle de la porte et prend une grande inspiration. « Je le sentais, qu'il lui était arrivé quelque chose », se lamente-t-elle en secouant la tête. « Qu'est-ce qu'elle a ? C'est grave ? Faut y aller. » Elle tourne en rond dans son entrée, comme moi quelques minutes plus tôt, puis s'arrête et plante ses yeux dans les miens. « Manon, vous allez bien ? Vous voulez de l'eau ? » Je suis incapable de conduire quand il pleut. Alors, avec l'émotion, je vais me tuer. Vous devez m'emmener. Je reste immobile un instant, je n'avais pas réfléchi à la suite et ne m'attendais pas à ça. La mère attrape ses affaires et me pousse sur le perron. « Je vous en prie », me supplie-t-elle tout en tentant de verrouiller sa porte les doigts tremblants. « Juliette m'a parlé de vous, M. Elle vous aime beaucoup. Aidez-moi. » Le vent secoue la voiture et la pluie réduit ma visibilité. Je n'ai pas eu le courage d'abandonner cette maman angoissée à son sort. Les mains serrées sur le volant, je roule donc avec la plus grande prudence et tente de ne céder ni à la panique ni à la fatigue. Je ressens des frissons sous mon impair. Manon est silencieuse, droite sur le siège passager, prête à bondir de la voiture une fois que nous serons arrivés à destination. Elle est seule à veiller sur Juliette. Son père les a abandonnés quand celle-ci avait 8 ans. Je ne peux m'empêcher de penser à mon propre père. Lui était là, sans l'être. Cela me met en colère. Je dois me concentrer sur la route. Ce n'est pas le moment de m'apitoyer sur mon sort. À l'accueil des urgences, une infirmière nous explique. « Juliette a été prise en charge il y a 10 minutes. Elle est arrivée consciente mais confuse. Nous avons dû la placer sous antidouleur. » Manon me tient par la main depuis que nous sommes sortis de la voiture, je la sens frémir. « Votre fille reçoit les premiers soins en attente d'un bloc. »« Elle doit être opérée ? Je veux la voir. »« Oui, ma collègue va vous emmener. Une seule personne. Les médecins vont vous expliquer, vous pourrez la voir avant l'intervention. » Manon me serre dans ses bras, m'étouffer. « Merci infiniment de m'avoir permis de la rejoindre. »« Donnez-moi des nouvelles. » Elle s'éloigne derrière l'infirmière empressée, mais se retourne et me fait un signe de la main. La tendresse de cette mère me bouleverse, moi qui viens tout juste de perdre la mienne. Mes yeux se remplissent de larmes, je les ravale, encore, tandis que je traverse le hall des urgences. Pas ici. Tiens jusqu'à la voiture. Un petit attroupement formé devant les portes automatiques me bloque. Un agent de sécurité installe un barrage et nous indique que plus personne ne peut quitter les lieux. La tempête a enflé et les routes autour de l'hôpital sont bloquées. Il nous ordonne de rejoindre le hall principal ou la cafétéria pour attendre ici que Léona se calme. Le sol se dérobe sous mes pieds. Cette douloureuse journée commencée dans une église se termine enfermée dans un hôpital. Ces 2 lieux m'ont toujours rendu malade au sens propre. Ils font chuter ma tension par un phénomène étrange, difficile à rationaliser. Dans les hôpitaux, on met sa vie et celle de ses proches entre les mains des médecins. Dans les églises, on s'en remet à Dieu. Moi, je ne fais plus confiance à personne depuis longtemps. Ici, je ne me sens pas en sécurité. Je n'éprouve qu'une désagréable perte de contrôle. 2003, 8 ans. Je suis couchée sur le lit blanc.
le bras serré contre mon corps. Une douleur brûlante me tiraille. J'ai peur. Je veux maman. Le médecin s'adresse à mon père près de la porte. Le radius est touché. C'est une fracture en bois vert typique chez les jeunes enfants. Le médecin s'excuse et s'éloigne. Mon bras est cassé? Bois vert, ça veut dire quoi? J'ai trop mal pour parler ou même pour pleurer. Mon père me fixe en silence. Je voudrais qu'il vienne s'asseoir près de moi, qu'il me rassure. Je me sens nulle, je le dérange. Une infirmière lui parle d'antidouleur, d'attelle provisoire. Il faudra plâtrer. Vous devrez revenir dans 3 jours, une fois l'enflure résorbée. Il faudra la surveiller pour éviter un déplacement. Le médecin va vous expliquer. Sa mère, c'est elle qui gère ce genre de choses. Moi, je ne peux pas être partout. Voulez-vous que je la contacte? C'est que... Elle est ici à l'hôpital. Elle a fait une fausse couche. Quelqu'un d'autre peut s'occuper de votre fille? Non. Dit mon père d'un ton sec. Son petit frère est déjà chez ma mère, qui ne peut gérer qu'un seul enfant à la fois. Elle devait dormir chez une amie, mais je ne peux pas imposer une enfant dans cet état à des parents que je ne connais même pas. Bon, on peut la mettre ici en pédiatrie. Vous pourriez rester avec elle et aller voir votre femme quand c'est nécessaire. Oui, mais j'ai un vol ce soir, je repars. Je travaille, moi. Ah, bon Dieu, il fallait qu'elle tombe du toboggan de l'école aujourd'hui. Comme si c'était déjà pas assez compliqué avec sa mère. L'infirmière me jette un œil et entraîne mon père à l'extérieur. Personne ne me parle à moi. Je me retrouve seule, abandonnée. Une larme coule sur ma joue. Dans cette petite pièce sans fenêtre, je ne peux regarder aucun arbre pour calmer ma peur. Maman est ici? Elle est malade? C'est quoi une fausse couche? Je me souviens si bien de cette soirée, de la sensation de creux dans ma poitrine. C'est la première fois où j'ai craint de perdre ma mère, où je me suis dit que sans elle, il n'y aurait peut-être plus jamais personne pour m'aimer vraiment. Chapitre 5. Samedi 20 janvier 2024. Toujours plantée dans l'entrée des urgences, j'observe les patients qui attendent d'être pris en charge. L'accident de Juliette est loin d'être le seul causé par la montée de la tempête. Une mère se plaint. Mon fils a très mal au crâne. C'est sans doute une commotion. Il devrait l'examiner plus rapidement, c'est honteux. Un homme geint de douleur, assis dans un fauteuil roulant. Un impressionnant morceau de métal est planté dans sa jambe. Si son cas n'est pas considéré comme prioritaire, je m'interroge sur ce qui se passe derrière les portes de l'accueil. Un bref instant, les lumières crépitent et se coupent avant de se rallumer. Seulement en partie. L'ambiance n'en devient que plus angoissante. Qu'est-ce que je fous ici? Des éclats de voix supplantent la clameur générale. Un homme gesticule face au guichet. L'agent de sécurité lui demande de retourner s'asseoir. Une petite fille commence à pleurer. Cette agitation ambiante, les odeurs et une sensation d'enfermement me donnent le tournis. Je me laisse tomber sur une chaise. Comment vais-je supporter de passer une nuit ici, entourée de souffrances, alors que je ne sais pas quoi faire de mes propres blessures? Pascal apparaît à cet instant devant moi. « M, tu es là? Tu as conduit jusqu'ici? » J'ai pas eu le choix. J'ai emmené la mère de Juju que tu as transportée. Elle est avec elle en ce moment. J'espère que tout se passera bien pour ton amie. Je vais pas te mentir, elle était mal en point. Ma gorge se serre, je revois le visage terrifié, entouré de boucles blondes ensanglantées. « Damien va bien ?» demande-t-il pour changer de sujet. « Oui, je l'espère. Je ne sais pas s'il travaillait aujourd'hui. »« Non, il est en repos, je pense. Enfin, avec notre service. Son autre employeur, je sais pas. » Sa réponse m'étonne. Damien est secouriste indépendant, mais j'ignorais qu'il travaillait pour 2 services différents. Une pointe de culpabilité m'assaille. Étais-je assez attentive à lui? On parlait peu de son boulot, il préférait laisser derrière lui les images traumatisantes de ses gardes. « C'est très rare qu'on nous empêche de circuler en ambulance, » reprend Pascal face à mon silence. « Cette tempête doit être coriace. » C'est dur pour moi d'être bloquée ici, je déteste les hôpitaux. Comme beaucoup, tu devrais t'installer ailleurs. Pour éviter la cohue, il y a mieux que le hall des urgences. Au moment où j'acquiesce et me lève, une infirmière débarque en panique au guichet à quelques mètres de nous. Je l'entends demander avec impatience si Richard a été appelé. Sa collègue secoue la tête. Pascal se dirige spontanément vers elle
explique qu'il peut les aider en montrant sa veste de secouriste. Je me dirige vers la sortie, décidée à rejoindre la cafétéria quand j'entends crier dans mon dos. Attends, c'est pas de moi qu'ils ont besoin. Toi, tu bosses bien dans l'informatique. J'ai vraiment droit à... Y a-t-il un informaticien dans la salle? Dans un hôpital? Je me retrouve à passer le portique des urgences derrière l'infirmière aux cheveux frisés et m'engouffre dans ce service chaotique que je tentais de fuir. Je m'appelle Ada. Il y a plus rien qui fonctionne, tout est bloqué et on est débordé ici. On peut pas être efficace sans l'accès à Lugos. Lugos? C'est le nom de notre système d'administration générale, là où sont réunis nos logiciels d'encodage et de suivi. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider. Vous avez sans doute un spécialiste en interne. L'informaticien de garde n'est pas arrivé. Richard est bloqué sur la route et plus joignable. Dit Pascal. On se connaît pas beaucoup, toi et moi, mais Damien répète souvent à quel point tu es doué. Essaie. Je me tourne vers l'infirmière encore hésitante. J'imagine que vous avez déjà tenté de redémarrer les ordinateurs? Ada hoche la tête, les lèvres pincées. Ouais, ça, c'est ce qu'on nous demande toujours de faire en premier quand ça plante, alors. Évidemment. Expliquez-moi ce qui se passe. Les ordis se sont tous éteints en même temps. Ils se sont rallumés seuls, mais tout est bloqué. On peut pas entrer dans notre logiciel. C'est à cause de la tempête. Il y a eu une brève coupure de courant. Je m'assois au poste de travail le plus proche et observe les messages à l'écran. C'est le passage sur les générateurs de secours qui a dû couper la connexion avec votre réseau interne. Où est le serveur? Le serveur? Avez-vous un endroit avec une armoire métallique remplie de fils? Ça, je comprends. Oui, venez. Dans une petite pièce à l'écart, une armoire de brassage clignote comme un sapin de Noël. J'essaie de l'ouvrir sans succès. Où est la clé? Le médecin-chef, je pense qu'il en a un double. Je vais tenter de le trouver. Ada et Pascal se sont déjà redirigés vers la grande salle au cœur du service. Je les suis par réflexe plutôt que de rester seule dans le local technique. Provenant d'un box de soins, des lamentations se mêlent à des sanglots et des éclats de voix. Le rideau est ouvert sur une patiente en pleurs qui ne doit pas être âgée de plus de 20 ans. Je remarque des bottes boueuses posées sur le sol à côté du lit. Ses mains et ses genoux sont couverts de saleté. Des débris végétaux maculent ses cheveux. Sa joue gauche est bleue, son arcade sourcilière tachée de sang. Ses vêtements et ses collants sont déchirés en plusieurs endroits. La jeune fille se tient tordue, la main sur le haut de son bras, comme pour le protéger. 2 infirmières et un médecin prennent soin d'elle, affairée. Je ressens sa terreur, je frissonne. S'est-elle traînée dans la boue? Ce n'est pas l'œuvre de la tempête, j'en ai l'intime conviction. Son corps semble avoir été l'objet d'une toute autre violence. L'épaule doit être remise en place, ma jolie, explique le médecin penché sur elle. Il tente d'aider une infirmière à lui retirer sa blouse déchirée sans bouger son bras, mais ne parvient qu'à provoquer un hurlement. « Comment t'es-tu retrouvée dans cet état ?» lance-t-il. La jeune femme reste silencieuse et implore du regard la soignante la plus proche, qui lui serre la main un instant. Une boule se forme dans ma gorge. « Ça semble assez clair », s'agace Ada à voix basse. Je ne l'avais pas entendue s'approcher de moi. Est-ce qu'elle a... agression avec viol ou tentative de viol? Ouais, c'est sûr. Une des 2 infirmières entreprend la découpe du tissu autour de l'épaule de la patiente. Je fixe ses gestes méthodiques et assurés, malgré les tremblements de la victime. Elle lève ses yeux bleus vers moi un instant et fronce les sourcils. Je me sens comme une voyeuse, plantée là. J'ai assisté à trop de malheurs pour aujourd'hui. Ma respiration est saccadée. Ada perçoit mon malaise et ferme le rideau derrière lequel disparaissent l'équipe médicale et la jeune fille en pleurs. L'infirmière me prend avec douceur par le bras, m'éloigne et désigne une chaise posée dans un coin. « Venez vous asseoir. C'est le médecin qui s'occupe d'elle qui a notre clé. On va devoir patienter un peu. » Un hurlement de douleur retentit soudain. L'épaule est remise en place. Ça va aller, courage. On s'occupe de vous. Je voudrais ne rien entendre. Cette fille, comment va-t-elle surmonter tout ça? Avec le temps, me répond Ada. Mais elle n'oubliera jamais. Il y a une chose qui me rassure, vous savez. Au moins, elle, quand elle se décidera à parler, on la croira. L'infirmière perçoit mon incompréhension et poursuit. Ça peut sembler affreux, ce que je vais vous dire,
Mais avec des marques comme les siennes, c'est plus facile à prouver. La victime est vraiment victime. Même pour elle, c'est mieux. Elle sera peut-être moins longtemps hantée par ce qui fait souffrir le plus, la culpabilité injuste. Je la fixe atterrée, pas parce que je trouve ce qu'elle vient de me dire affreux, mais parce que je le comprends trop bien. Chapitre 6. Quelques minutes plus tard, l'homme blond en blouse blanche débarque hagard devant nous et, sans prendre la peine de se présenter, me tend la clé de la porte vitrée de l'armoire de brassage. « Dépêchez-vous. J'espère que vous savez ce que vous faites parce qu'on n'a personne d'autre sous la main. » Adorable. Sans me formaliser de cette délicate marque de reconnaissance, je me précipite dans le local technique où je plonge la tête dans l'armoire. J'ai autant envie de les aider que besoin de me changer les idées. Le routeur réseau ne clignote pas. Il n'est pas alimenté par une prise liée au générateur de secours, mais branché sur une multiprise classique. Un emplacement est libre sur une autre, orange, dont le voyant lumineux démontre qu'elle est bien connectée au générateur. J'y branche le routeur et il se met instantanément à clignoter. C'était simple. Voilà, vous devriez avoir de nouveau accès au réseau interne et vos logiciels devraient se relancer dans une minute. Le médecin referme l'armoire de brassage et tourne les talons sur un laconique. Parfait. T'as rien? On entend une infirmière crier depuis son poste. Ça marche! Lugos est fonctionnel! Oh, mademoiselle, se réjouit Ada. Vous nous avez épargné du temps et du stress. Désolé pour le docteur Carpentier. Il est de garde depuis 24 heures. Quand il est épuisé, il est encore plus désagréable. Il est presque plus sympa que mon patron, donc ne vous en faites pas, j'ai l'habitude. On se comprend alors. Votre logiciel, Lugos, il tire son nom de Lug, le dieu celte? Oui, je crois. C'est l'abréviation de... Je ne sais plus, ça finit par Opération en santé. On dit toujours Lugos, on s'y réfère tous les jours. C'est notre sauveur, on peut dire que c'est notre dieu. Je salue la souriante Ada, déjà en train de regagner sa place devant un écran pour se remettre au travail. Comment fait-elle pour garder sa lumière au milieu des urgences? Pascal m'entraîne dans les couloirs de l'hôpital vers une aile plus calme, où nous ne croisons presque personne. Je ne peux m'empêcher de chercher le début de l'acronyme. Mon cerveau se raccroche à cette énigme. Il a besoin de trouver la solution. Je sais, je parie sur logiciel unifié de gestion. Bravo pour ton intervention, dit soudain Pascal, me tirant de mes pensées. Ce n'était pas grand-chose, je n'ai fait que rebrancher un routeur. Encore faut-il savoir ce qu'est un routeur. Tu as peut-être contribué à sauver une ou plusieurs vies en réglant ce problème. Ce qui est sûr, c'est que tu as facilité des prises en charge. Je secoue la tête, mais je souris. Nous nous arrêtons devant un canapé coincé entre deux plantes vertes. Ici, tu pourras te reposer un peu. Tu as l'air crevé. Je garde pour moi le fait que je n'ai pas dormi depuis presque 36 heures. Je n'ai pas pu fermer l'œil la nuit dernière, précédant l'enterrement de ma mère. Je vais te laisser. Je pense que les urgences auront besoin de renfort. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.